Dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. C'est exactement pourquoi il faut fermer des frontières complètement. Il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des gens. Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Je trouverai ma nationalité française douteuse. Et vous savez quoi? Ça m'est complètement égal. Parce que je ne suis pas là pour lui prouver quelque chose. Je cherche juste à défendre ce en quoi je crois. Et je le partage avec ceux qui ont la générosité d'y croire. Tant qu'on me demandera au Sénégal, tu rentres quand? Ça veut dire que je ne suis pas pleinement, complètement, totalement chez moi. Et en France, tant qu'on me dira toujours, est-ce que tu te sens bien maintenant chez nous? Eh bien, chaque fois qu'on me posera cette question, on me renvoie au fait que je ne suis pas vraiment chez moi. Au fond de moi, il y aura toujours une petite étrangère. Mais s'adapter à un pays, à une culture, c'est une volonté. C'est comme quand vous adhérez à cette constitution et vous allez voter. Ça traduit l'attachement que j'ai à ce pays pour me sentir un rôle de citoyenne. La France est victime de son complexe de supériorité parce que c'est un empire colonial. Donc quand ils vont dans les pays des autres, ils sont expatriés. C'est comme s'il n'y avait que eux qui avaient une patrie. Les autres aussi ont une patrie. Vous savez, même un immigré, un migrant, c'est un expatrié. Simplement, les Européens, en vertu de la puissance de leur passeport, ce sont les seuls qui jouissent pleinement de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout être humain a le droit de voyager, de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, à condition d'en respecter les lois, évidemment. Mais tout individu a également le droit de revenir dans son pays, et sans être forcé. Donc, ce n'est pas une invitation à quitter la France. Et donc, ce 2 poids 2 mesures, pour moi, ça rend presque impossible un vrai dialogue dans le respect. Donc, quand on dénonce les victimaires, il faut se rendre compte qu'on leur donne aussi des raisons de l'être. Parce qu'il y a un mépris qui est constant, qui perdure. Et si nous ne combattons pas ce mépris, nous ne pourrons jamais calmer la colère, l'amertume de ceux qui s'en plaignent. Vous savez, la libération, ça n'a rien à voir avec le passeport seulement. La libération, c'est quelque chose d'intérieur.
Moi, j'ai toujours été libre. Cela veut dire même dans des situations hostiles. C'est une espèce de rébellion intérieure. Parce que, comme le dit la Boétie, nous ne sommes pas nés simplement avec notre liberté. Nous sommes nés avec le désir de défendre cette liberté. Quand je dis ça, je sais que j'ai fait un long chemin pour apprendre ça. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Il y a un jour, vous souriez même de choses qui devraient vous faire pleurer. Mais vous savez pourquoi vous souriez? C'est juste parce que vous vous dites, ma vie humaine, c'est juste une virgule à l'échelle de l'histoire humaine. Et je ne veux pas être dans la revanche, parce que ce serait vivre dans l'amertume. Donc ce serait gaspiller ma vie. Et pensons à Frantz Fanon. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour venger les Noirs du XVIIe siècle. Ils ont mené leur destin. Je suis en train d'affronter le mien. Je pense que le principe de réalité n'est pas forcément fascisant et qu'on peut tout à fait allier principe de réalité et humanisme. Et je pense que l'Afrique et l'Europe, par exemple, sont là comme des enfants qui se regardent à travers un miroir déformant. Il serait enfin temps qu'ils se respectent, enfin qu'elles se respectent suffisamment pour que l'Europe arrête de nous envoyer ses déchets industriels pour construire avec nous de véritables industries, pour que l'Europe participe à ce développement et que l'Afrique, 60 ans après les indépendances, arrête de dire c'est la faute des autres. Au bout d'un moment, indépendance, c'est responsabilité. Si nous sommes vraiment indépendants en Afrique, nous sommes aussi responsables de notre destin. Et ça ne se fera pas sans les Européens et l'Europe ne s'en sortira pas sans l'Afrique parce que sinon nous serons un boulet que vous traînerez. Donc ce monde-là est lié et je pense que l'entente, je rêve d'une entente, d'une fraternité. Oui, je sais, ça fait bisounours. Mais il me faut garder cette utopie-là pour garder le courage d'écrire toutes les nuits. Parce que j'ai fait le vent de l'Atlantique il y a bientôt 12 ans. Aujourd'hui, à l'époque, quand je parlais de dizaines de morts dans l'Atlantique, on me disait « tu exagères ». Maintenant qu'on les ramasse par milliers, je suis absolument triste de devoir réaliser tout simplement qu'en tant qu'auteur, je ne fais que répondre à l'injonction de Schiller. La dignité de l'homme est remise entre vos mains, gardez-la. Donc voilà, et il dit encore que la sainte magie de la poésie a son rôle bienfaisant dans un sage plan du monde. Donc même si je n'ai aucun pouvoir, je suis là pour partager mes illusions, mes fantasmes de paix, de fraternité. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Et ce monsieur d'Amsterdam, il va prendre avec moi un café ivoirien. Et qu'il le veuille ou non, je continuerai à aller à Amsterdam parce que j'adore. On vous demande votre nationalité. Vous ne répondez pas « je suis française », même si vous êtes française. Oui, je dis « je suis franco-sénégalaise ». Il m'a fallu le couscous de ma grand-mère, le poisson de mon grand-père, l'école sénégalaise pour avoir une réflexion ouverte sur la France. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'en France. Donc je ne peux pas être la Française que je suis sans la Sénégalaise qui m'a transportée jusqu'ici. Et je ne peux pas être la Sénégalaise que j'étais, vu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai adopté de cette France-là qui m'a accueilli. Oui. Donc je suis faite des deux cultures. Je dois pouvoir le dire sans me sentir gênée aux entournures. Ça va de soi. On peut être à la fois sénégalaise et française. Oui, alors je dis, il y a des gens qui disent ah, elle est française, mais sénégalaise. Et évidemment, je préfère nettement ceux qui disent elle est française et sénégalaise. Parce que je dis aucun de ces deux mots ne peut suffire à me définir. Tout de moi tient dans le trait d'union qui relie ces deux mots. Parce qu'aucun d'eux ne serait suffisant aujourd'hui pour dire qui je suis. Donc il faut relier les deux. Ce trait d'union, c'est un pont que je traverse. Ce pont m'amène du Sénégal à la France, de Strasbourg à Niodior. Et chaque fois quand je décolle, je décolle pour le plaisir d'atterrir parmi les miens. Oui, oui, ben alors...